Bonjour à tous. Merci tout d'abord Benoît Gauthier et Claudie Tiercelin pour cette invitation. Alors comme le titre l'indique, mon analyse portera sur les principes épistémiques et cherchera à cerner la nature de notre attitude lorsque nous les endossons dans la vie ordinaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un principe épistémique ? J'adopte la définition de Michael Lynch. Un principe épistémique est un principe normatif qui énonce qu'une source doxastique a une valeur épistémique parce qu'elle est fortement susceptible de produire des croyances vraies. Je m'intéresserai ici aux principes qui statuent sur la fiabilité de nos sources doxastiques de base. Par sources doxastiques de base, j'entends des manières de former des croyances telles qu'on ne peut prouver leur fiabilité en faisant appel à une autre manière de former des croyances. Mon objectif est de préciser le type d'attitude que nous entretenons à l'égard de ces principes quand ils ne se présentent pas sous une forme propositionnelle explicite. Sommes-nous liés à ces principes avant même de les examiner ? Si oui, en quoi consiste cette liaison pré-réflexive ? Dans la littérature anglophone, on parle de commitment. We are committed to these principles. Mais de quelle manière ? S'agit-il d'un engagement épistémique ? Si c'est le cas, nous pourrions considérer que nous n'avons pas attendu leur formulation propositionnelle pour être convaincus de leur vérité. La question est alors de savoir ce qui nous autorise à endosser de telles croyances. L'adoption d'une lecture épistémique suscite en effet la même attente que pour toute croyance, à savoir l'attente d'une justification. Mais qu'est-ce qui pourrait faire office de justification pour ces principes ? Ou bien devons-nous considérer que notre rapport pré-réflexif aux principes épistémiques n'est pas de nature épistémique, au sens où nous ne croyons pas que ces principes sont vrais, sans douter pour autant de la fiabilité de nos sources doxastiques de base. Dans ce cas, comment qualifier notre attitude ? S'agit-il d'un agnosticisme, au sens où la question de la fiabilité de nos sources doxastiques de base ne se pose tout bonnement pas ? Le problème avec une telle hypothèse est que si nous ne croyons pas que nos facultés sont fiables, on ne voit pas ce qui nous justifie à croire que les jugements qui en émanent sont vrais. Par exemple, il semble que nous devons savoir que notre perception sensible est fiable pour être assurés de la vérité de nos jugements perceptifs. De plus, une telle lecture a tendance à dissoudre l'attitude que nous cherchons à décrire, comme s'il ne s'agissait que d'une attitude par défaut, rendue par la périphrase suivante. Nous ne doutons pas de la vérité des principes, mais nous ne sommes pas pour autant engagés positivement en leur faveur. On le voit, aucune des deux options n'apporte pleinement satisfaction. Afin de sortir de cette impasse, je m'appuierai sur des discussions menées au sein de la Inch Epistemology, ce champ de réflexion consacré à l'étude des propositions charnières. Dans le De la certitude, Wittgenstein dit de ces propositions qu'elles sont comme les charnières sur lesquelles tournent nos questions et nos doutes. Alors, deux précisions s'imposent. Tout d'abord, trouve-t-on des principes épistémiques au sens où je les ai définis dans le De la certitude ? Les propositions charnières constituent la toile de fond de nos pratiques épistémiques, c'est-à-dire de nos jugements, de nos preuves, nos questions et nos doutes. Parmi ces propositions, on trouve, selon les mots de Wittgenstein, de nombreux énoncés ayant trait à des objets ou à l'état du monde, comme « il y a des objets physiques, ceci est un arbre, j'ai deux mains, le bout à 100 degrés, cette montagne a existé longtemps avant ma naissance, 12 × 12 = 144, les arbres ne se transforment pas graduellement en hommes, etc. » Il est clair que ces propositions ne constituent pas un ensemble homogène. Certaines sont marquées du sceau de la localité, alors que d'autres peuvent prétendre à une adhésion universelle. Elles évoluent graduellement de la zone dure de l'absence totale de doute à la zone plus friable de la certitude pouvant être ponctuellement ébranlée. Il peut s'agir aussi bien de propositions mathématiques que d'énoncés ayant la forme de propositions empiriques. Mais par-delà leurs différences, force est de constater qu'il s'agit en majorité d'énoncés ontologiques qui portent sur des faits du monde. Nul principe épistémique du type « ma perception sensible est fiable ». Pourtant, il n'est pas déplacé de s'appuyer sur le De la certitude pour préciser la nature de notre attitude à l'égard des principes épistémiques. En effet, comme les propositions charnières, ces principes sont présupposés par nos pratiques épistémiques. Ils semblent même présupposés par les propositions charnières. C'est une idée avancée par Duncan Pritchard. Il estime que si les propositions charnières constituent bien une seule classe de propositions, c'est parce qu'elles pivotent toutes autour d'une même proposition qui les fait se tenir ensemble. Cette proposition pivot, qu'il nomme Überhinge Proposition, affirme que nous ne commettons pas d'erreurs radicales et fondamentales dans nos croyances. Les propositions charnières partagent cette même conviction que nous ne sommes pas profondément et largement dans l'erreur, que nos croyances sont globalement dans le vrai. Ce sont différentes manières de codifier cette conviction fondamentale, surplombante, que nous pouvons traduire sous la forme du principe épistémique suivant : nos sources doxastiques de base sont fiables. En mettant en évidence ce principe, on arrive à l'os de nos structures épistémiques.
C'est le fil commun qui traverse nos pratiques épistémiques et qui résiste à l'essorage de nos expériences individuelles. Nous sommes habités, traversés par la certitude que notre perception sensible, notre mémoire et notre raison ne nous trompent pas, bref, que nos sources doxastiques de base ne sont pas épistémiquement viciées. Deuxième précision, n'est-il pas réducteur de parler de proposition charnière pour désigner ce à quoi nous tenons par-delà les vents et les marées du doute ? L'étiquette de proposition charnière semble en effet prendre pour acquis ce qui est en question. On part du principe que nous avons affaire à des propositions et donc que notre attitude à leur égard est propositionnelle. Dans ces conditions, l'attitude doxastique semble toute désignée. Faire fond sur la proposition qu'il y a là une chaise, c'est tout simplement croire qu'il y a là une chaise. Mais est-ce si simple ? Loin s'en faut, comme en témoignent les multiples interprétations du de la certitude. Entre une lecture épistémique des propositions charnières, qui les présente comme des propositions que l'on croit, et une lecture non épistémique, qui en fait des certitudes animales, ne faisant l'objet d'aucune attitude propositionnelle, la marge de manœuvre est ample. Si pour le moment je parle de proposition charnière, cela ne présage pas de la lecture que je défendrai plus loin. Notre attitude à l'égard des principes épistémiques pourrait tout aussi bien être soit de nature propositionnelle et épistémique, soit de nature non propositionnelle et non épistémique, soit enfin de nature propositionnelle mais non épistémique. Le spectre des options disponibles est large. Toutefois, j'expliquerai pourquoi aucune ne me convainc totalement et pourquoi il me semble que la cartographie des attitudes possibles n'a pas été entièrement parcourue. Pour compléter celle-ci, je m'appuierai sur des remarques de Thomas Reid. L'idée que je souhaite vous soumettre est que ces remarques nous permettent de répondre de façon satisfaisante à la question de savoir quelle est la nature de notre attitude pré-réflexive à l'égard des principes épistémiques. L'intérêt d'une telle réponse n'est pas simplement de compléter la nomenclature des attitudes possibles, elle consiste aussi en une contribution à la Inch épistémologie. Là encore, deux précisions s'imposent. Tout d'abord, Thomas Reid a-t-il formulé des principes épistémiques ? Dans le 6e livre de ses essais sur les pouvoirs intellectuels de l'homme, Reid formule un ensemble de principes qu'il nomme principes premiers des vérités contingentes et nécessaires, ou encore principes du sens commun. Ces principes correspondent aux axiomes de nos jugements. Ils ne sont pas déduits de propositions, mais ils sont naturellement issus de nos facultés intellectuelles. Parmi les 12 principes premiers des vérités contingentes, on ne trouve à strictement parler qu'un seul principe épistémique, que Reid formule de la sorte. Les facultés naturelles, par lesquelles nous distinguons la vérité de l'erreur, ne sont pas trompeuses. Ce 7e principe des vérités contingentes est un principe épistémique de base qui affirme la fiabilité de la conscience, de la mémoire, de la perception sensible et de la raison. Selon Kisslerer, il s'agit d'un méta-principe ou d'un premier principe premier. Il bénéficie d'un statut spécial puisqu'il est présupposé par l'ensemble de nos pratiques épistémiques. À ce titre, il est similaire à l'Uberhinge formulé par Pritchard. Sa vocation est de cibler un présupposé très général qui gouverne et rend possible nos jugements sans être explicitement pris en considération. Le problème est que Reid navigue entre différentes manières de décrire notre attitude à l'égard de ces principes, parlant parfois de croyances, parfois de choses communément prises pour accordées, taken for granted, semblant dans tous les cas confondre ce que des lecteurs contemporains s'efforcent de distinguer. Je montrerai qu'aux yeux de Reid, il n'y a nulle confusion, puisque nos attitudes doxastiques peuvent être autant comportementales, c'est le cas des certitudes primitives, que propositionnelles, c'est le cas des jugements ordinaires. Deuxième précision, est-ce pertinent de lire les remarques de Wittgenstein avec des lunettes reidiennes ? Depuis la publication de l'ouvrage de Walter Storff en 2001, intitulé Thomas Reid and the Story of Epistemology, les exégètes de Reid sont habitués à voir les principes du sens commun comparés aux certitudes charnières. Le but d'une telle comparaison est de clarifier la nature du sens commun chez Reid en opérant un détour par les remarques de Wittgenstein. Il est vrai que les points de convergence sont nombreux. Comme les propositions charnières, les principes du sens commun mettent un terme à la chaîne des raisons et se passent de preuves. Le fait qu'ils soient admis sans preuve ne fait pas le moins du monde vaciller notre conviction à leur sujet. Ces principes résistent à l'entreprise de déstabilisation menée par le sceptique parce que, d'une certaine manière, ils sont hors jeu. De plus, ils sont avalés, emportés par nos jugements sans être explicitement considérés. À certains égards, nos pratiques épistémiques sont imprégnées et transpirent de ces propositions. Ce n'est que dans des circonstances spéciales que nous condensons ces certitudes sous la forme de propositions distinctes. Si les propositions charnières et les principes du sens commun partagent un incontestable air de famille, leur rapprochement trouve aussi des limites.
Ainsi, les propositions charnières ne sont pas des reflets du monde, mais des règles sur lesquelles nous nous appuyons pour énoncer des jugements vrais ou faux au sujet du monde. Elles constituent la toile de fond sur laquelle nous distinguons le vrai du faux, mais elles ne sont pas elles-mêmes vraies ou fausses. Par contre, les principes du sens commun décrivent autant qu'ils prescrivent. À ce titre, ils sont vrais et leur évidence nous irradie. Reid reste attaché à l'image intellectualiste des principes selon laquelle, au bout de la chaîne des raisons, il y a un voir, une évidence intellectuelle qui s'impose immédiatement à nous. Pour Wittgenstein, en revanche, ce qui est solidement fixé ne l'est pas parce qu'intrinsèquement manifeste ou évident. Au bout de la chaîne des raisons, il n'y a pas certaines propositions qui nous frappent immédiatement comme vraies. Il n'y a pas un voir, mais un faire. Cependant, même sur ce point, rien n'est tranché. Comme je l'ai rapidement montré, il n'y a pas de lecture du de la certitude qui fasse l'unanimité. À la question de savoir ce que l'on trouve au fondement de nos pratiques épistémiques, aucune réponse ne s'impose. S'agit-il de manière de faire ou d'un certain type de proposition ? C'est pourquoi je prendrai les choses à rebours, ou plutôt à l'endroit, dans l'ordre chronologique. Il me semble qu'en partant des remarques de Reid, on est en mesure de développer les conditions d'une bonne Inge épistémologie. Ces remarques sur les principes du sens commun nous permettent de mieux appréhender la nature de notre attitude à l'égard des principes épistémiques. Mon objectif ne sera pas tant de statuer sur ce que Wittgenstein pensait au sujet des certitudes fondamentales que d'indiquer une nouvelle piste de réflexion pour la Inge épistémologie. Donc pour ce faire, je commencerai par exposer deux interprétations des propositions charnières qui statuent différemment sur la nature de notre attitude à l'égard des principes épistémiques. J'expliquerai pourquoi aucune ne me semble convaincante avant d'indiquer la manière dont nous devons rendre compte de cette attitude. Alors commençons par analyser les hypothèses de lecture proposées par Daniel Moyal-Sharrock et par Duncan Pritchard. Ces deux lectures prennent acte du fait que, selon Wittgenstein, je cite, « au fondement de la croyance bien fondée est une croyance non fondée ». Elles en tirent la conséquence radicale selon laquelle, au fondement de la croyance bien fondée, il n'y a pas de croyance du tout. C'est-à-dire pas de croyance qui, moyennant une garantie, pourrait accéder au titre de connaissance. Moyal-Sharrock et Pritchard adoptent une lecture non épistémique des propositions charnières. La question est alors de savoir s'il est possible d'assumer crânement ce statut des propositions charnières sans aviver le questionnement sceptique. Il s'agit également de préciser la nature de notre attitude à l'égard de ces charnières. Avons-nous toujours affaire à une attitude propositionnelle ? C'est sur ce point que leur désaccord se cristallise. Selon la lecture proposée par Moyal-Sharrock, nous ne devons pas reculer devant le changement de conception que Wittgenstein nous demande d'opérer en essayant de maintenir à tout prix un fil épistémologique, même ténu, qui relierait les charnières aux propositions qu'elles fondent. Nous devons accepter qu'à un moment donné, le fil se rompt et que l'on bascule dans un domaine qui n'est pas gouverné selon les mêmes règles que celles qui organisent nos pratiques épistémiques. Nous basculons dans le domaine de l'animalité. Notre jeu de langage épistémique est une élaboration de nos formes de vie primitives, faites de réactions instinctives et dépourvues d'hésitation. L'épistémologie bute sur une manière d'agir non fondée. Voilà la principale leçon que nous pouvons tirer du de la certitude. Certes, il est difficile de se rendre compte du manque de fondement de nos croyances. Wittgenstein pressent nos résistances, mais il nous incite à aller plus loin dans nos reconceptions. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'au fondement de la croyance bien fondée, il y a une croyance dépourvue de fondement, car on insiste alors sur ce qui fait défaut à la proposition charnière. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'au fondement de la croyance bien fondée se trouve quelque chose auquel il ne manque rien. Pour aller en ce sens, nous devons admettre qu'au bout de la chaîne des raisons, il n'y a pas d'attitude propositionnelle. L'attitude propositionnelle est trop raffinée et sophistiquée pour avoir sa place dans l'instinct. Cette lecture non épistémique et non propositionnelle des charnières est ineffabiliste. Au fondement de la connaissance rationnellement fondée, on trouve des certitudes qui ne s'expriment pas par des propositions, mais par des manières d'agir. Mieux, ces certitudes sont indissociables de ces manières d'agir. Elles ne les précèdent pas et ces manières d'agir n'en sont pas la simple manifestation publique. Ainsi, la ferme certitude qu'il y a là une chaise consiste à s'asseoir sur la chaise en toute confiance. Nul besoin de maintenir pour la forme un usage large, voire laxiste, de la notion de proposition. Si nos certitudes charnières peuvent très bien par la suite, sous la pression philosophique, être présentées sous une forme propositionnelle, cela ne justifie pas que l'on en parle comme de proposition. Il ne faut pas reculer devant l'invitation de Wittgenstein à regarder ce type de certitude primitive davantage comme une règle que comme une proposition.
Les charnières sont comparables à des règles qui gouvernent nos pratiques épistémiques, mais qui ne sont pas elles-mêmes sujettes à l'évaluation épistémique. N'étant ni vraies ni fausses, ni connues ni non connues, tous les verrous qui la maintenaient dans le carcan propositionnel ont sauté. Cette lecture possède d'incontestables atouts. En nous permettant de sortir du cercle de la croyance, elle assume complètement l'effort de reconception des fondements de l'épistémologie que Wittgenstein nous demande d'opérer. Cependant, il me semble qu'elle est encore trop frileuse. En effet, Moyal-Charrock maintient qu'au fondement de l'épistémologie, on ne trouve pas de croyances rationnellement fondées, et donc on ne trouve pas de connaissances. Pourtant, dans le même temps, elle admet que l'agir propre à nos certitudes primitives est comparable à une connaissance pratique ou un savoir-faire. Elle semble écartelée entre deux orientations. Selon la première, encore sous l'emprise de la conception de la connaissance comme croyance vraie justifiée, il ne peut y avoir de connaissance au fondement de nos principes épistémiques. Selon la seconde, qui quitte les rangs de l'orthodoxie épistémologique, nos certitudes primitives sont comparables à, je cite, une manière d'agir ou un savoir-faire ou une action réflexe. Le paradoxe est que Moyal-Charrock soutient une lecture non épistémique tout en accordant qu'au fondement de nos croyances empiriques, il y a une forme de savoir ou en tout cas de savoir-faire. Il est curieux que la piste de la connaissance non propositionnelle ne soit pas davantage explorée. Moyal-Charrock semble encore sous la coupe de ce qu'on appelle la présomption de la proposition. Présomption selon laquelle la connaissance est la même chose que la connaissance propositionnelle. Pourtant, la véritable révolution conceptuelle consisterait à admettre qu'au fondement de la connaissance, bien qu'il n'y ait pas de croyance rationnellement fondée, il y a de la connaissance quand même. On peut supposer que si Moyal-Charrock ne franchit pas le pas, c'est d'une part parce qu'elle s'attache avant tout à clarifier les enseignements que l'on peut tirer du de la certitude, et d'autre part parce qu'elle continue de travailler avec le concept de connaissance comme croyance vraie justifiée. Sa lecture a également l'inconvénient de prêter le flanc à l'objection selon laquelle quelque chose de non épistémique et de non propositionnel ne peut pas entretenir de relations logiques de fondation avec des jugements qui sont, quant à eux, vrais et justifiés. C'est assurément la prise en compte de cette objection qui a guidé l'interprétation de Pritchard. L'un des traits marquants de sa lecture est de ne pas renoncer à faire des charnières un certain type de propositions, sans céder du terrain aux exigences de la lecture épistémique. Son interprétation vise à éviter deux écueils, celui d'une lecture épistémique et celui d'une lecture non propositionnelle. Le défaut de la lecture épistémique, qui accorde le statut de croyance aux propositions charnières, est de ne pas expliquer ce qui met un terme à la demande de justification. Quant à la lecture non propositionnelle, son défaut est de bloquer l'application du principe de clôture épistémique. Les certitudes primitives ne faisant pas l'objet d'une croyance ou d'une connaissance, il en résulte qu'un agent peut savoir qu'il y a une table en face de lui, sans savoir qu'il n'est pas la victime d'un malin génie qui s'amuserait à lui faire prendre pour une table, ce qui n'est qu'une représentation d'une table qu'il aurait introduite dans son esprit. Dans ces conditions, nos jugements semblent vulnérables aux objections sceptiques. En réponse aux difficultés inhérentes à ces deux lectures, Pritchard propose une lecture à la fois non épistémique et propositionnelle des charnières. Selon lui, si les charnières font bien l'objet d'une attitude propositionnelle, il ne s'agit pas pour autant de connaissance ou de croyance. Il baptise cette lecture la lecture non doxastique ou the non-belief reading. L'une des raisons qu'il invoque pour justifier l'idée selon laquelle nos certitudes primitives ne sont pas des croyances est que ces certitudes sont complètement insensibles aux considérations rationnelles. En effet, nous ne nous mettons pas à croire que nos facultés intellectuelles originelles sont fiables du fait de l'apport de raison de croire. Nous sommes engoncés dans cette charnière, quoi qu'il se passe. Or, les croyances sont des attitudes sensibles à l'apport de raison de croire et à l'apport de raison de douter. Il semblerait curieux de continuer de croire que P alors qu'on nous présente de bonnes raisons de penser qu'il est faux que P. Dans ces conditions, nous devons admettre qu'au fondement de la connaissance rationnellement fondée, il n'y a pas de croyance du tout. Notons au passage que Pritchard travaille lui aussi avec le concept de croyance qui en fait un ingrédient de la connaissance, ce qu'il nomme « a knowledge-apt belief ». Cependant, si nous ne pouvons pas nous décrire comme croyant que nos facultés intellectuelles sont fiables, dans quelle mesure pouvons-nous maintenir que nous savons néanmoins qu'il y a une table en face de nous ? Ne sommes-nous pas conduits à faire des conjonctions abominables, ou en tout cas incohérentes, du type « je sais qu'il y a une table en face de moi, mais je ne sais pas que ma perception sensible est fiable ». De plus, nous ne savons toujours pas quel type d'attitude propositionnelle nous entretenons à l'égard des charnières.
Dans Epistemic Angst, Pritchard répond à ces questions en mettant en évidence l'existence d'une attitude propositionnelle qui consiste à approuver une proposition, mais qui n'est ni une acceptation, ni une croyance. Quand nous acceptons que P, nous décidons de nous appuyer sur une proposition sans forcément nous prononcer sur sa vérité. Alors que lorsque nous endossons une proposition charnière, nous ne sommes pas agnostiques au sujet de sa vérité. Pourtant, selon Pritchard, cela ne suffit pas à en faire une croyance. Pour le comprendre, partons d'une proposition empirique dont nous avons de bonnes raisons de considérer que nous la connaissons, comme Napoléon a gagné la bataille d'Austerlitz en 1805. En appliquant le principe de clôture, on finit par adopter une attitude propositionnelle à l'égard d'une proposition charnière, comme « l'univers n'a pas commencé à exister il y a 5 minutes », proposition à laquelle nous n'avions pas songé auparavant. On se retrouve dans la position de quelqu'un qui, d'une certaine manière, approuve et endosse cette proposition. Mais justement, endosser une proposition, au sens où elle nous semble correcte et où nous reconnaissons que nous sommes d'une certaine manière liés à sa vérité, n'implique pas que nous y croyons. Du moins, cela n'implique pas de croyance qui, moyennant une justification, serait susceptible de devenir une connaissance. Selon Pritchard, une telle analyse permet de résoudre 2 difficultés. Tout d'abord, le fait que la proposition charnière fasse l'objet d'une attitude propositionnelle permet de maintenir le principe de clôture et d'avoir ainsi une image cohérente et intégrée du système de proposition que nous approuvons. On évite la situation dans laquelle quelqu'un n'aurait strictement aucune idée au sujet de la vérité de la proposition charnière et ne se sentirait pas lié à son égard. Ensuite, si le principe de clôture est maintenu, cela n'implique pas que les propositions charnières soient crues. De la sorte, la quête de justification est bloquée. Un agent qui effectue une déduction basée sur le principe de clôture peut finir par adopter une attitude propositionnelle à l'égard d'une proposition charnière sans nécessairement se mettre à y croire. La lecture non doxastique est donc compatible avec une application restreinte du principe de clôture. Si au fondement de la connaissance, il y a quelque chose que l'on ne connaît pas, cela n'en reste pas moins quelque chose que nous appréhendons propositionnellement et que nous endossons d'une certaine manière. Pritchard ne cesse d'utiliser cette expression « in some way ». Malgré les avantages d'une telle interprétation, on est parfois perplexe, en tout cas je suis parfois perplexe, à la lecture du véritable contrat que doit remplir notre attitude pré-réflexive à l'égard des propositions charnières. En effet, le philosophe lui prescrit un certain nombre de recommandations et d'exigences logiques. Elle doit être propositionnelle sans être doxastique. Elle doit stopper la demande de justification sans occulter notre engagement à l'égard des charnières. Elle semble évoluer dans un espace conceptuel très étroit, voire étriqué. Le problème est qu'à force de dresser la liste des réquisites et des interdits, on finit par ne plus trop savoir de quoi l'on parle et surtout par avoir l'impression qu'il s'agit d'une attitude très sophistiquée. N'est-ce pas paradoxal pour une attitude naturelle ? De plus, pourquoi la décrire en procédant toujours par la négative, en disant qu'il ne s'agit ni d'une acceptation, ni d'une croyance, voire, pour Moyal Sharrock, qu'il ne s'agit pas d'une attitude propositionnelle. Ce faisant, on esquisse qu'un portrait par défaut. Au fondement de la connaissance, on trouve un je ne sais quoi, quelque chose d'ineffable, ou alors quelque chose qui n'est ni ceci ni cela. À l'opposé, mon hypothèse est la suivante. Au fondement de la connaissance, nous trouvons une attitude simple car primitive. Dans ces conditions, nous avons tout à gagner à observer l'attitude des enfants. Ce que nous pourrions alors découvrir, c'est qu'au fondement de la connaissance, s'il n'y a pas de connaissance rationnellement fondée, cela n'implique pas qu'il n'y a pas de connaissance du tout. Il s'y trouve simplement une connaissance d'un autre genre. Alors, des tentatives ont déjà été faites en ce sens, mais elles ne sont pas sans susciter de difficultés. Ainsi, Michael Williams propose une interprétation externaliste des propositions charnières, selon laquelle ces propositions sont issues de sources doxastiques fiables et font l'objet d'une connaissance tacite. Tant qu'elles restent tacites, elles ne déclenchent pas le besoin d'un apport de raison de croire, et elles sont bien fondées, car produites par des facultés fiables. Cependant, comme le note Pritchard, cette conception ne précise pas de quelles facultés sont issues les propositions charnières. La question mérite pourtant d'être posée, puisque nous avons affaire à un ensemble de propositions très hétéroclites. Pascal Angèle propose également une lecture épistémique de type externaliste qui ménage une connaissance tacite des propositions charnières.
Il s'appuie en outre sur l'interprétation de Moïse Charrock pour s'orienter vers l'idée selon laquelle la connaissance des propositions charnières prend la forme d'une connaissance pratique. Dans cette perspective, notre attitude à l'égard de ces certitudes primitives consiste dans des manières d'agir que l'on déploie sans hésitation. La connaissance des propositions charnières n'est pas une connaissance propositionnelle. Il ne s'agit pas d'un savoir-que, mais d'un savoir-faire. Ces remarques suscitent toutefois une difficulté. Il importe, selon moi, de mieux distinguer la conception externaliste de la connaissance, d'une part, de la conception de la connaissance comme savoir-faire, d'autre part. Seule la première autorise que l'on continue à parler de propositions pour désigner les charnières. Ce dont nous avons une connaissance tacite, ce sont bel et bien de propositions. Or, dans le cadre de la seconde conception, nous n'avons plus du tout affaire à des propositions connues tacitement. Mais nous avons affaire à des manières d'agir qui ne sont articulées que bien plus tard sous une forme propositionnelle, lorsque nous nous retrouvons dans les circonstances spéciales de la réflexion philosophique. Selon cette seconde lecture, les charnières ne sont pas des croyances propositionnelles implicites ou tacites qui attendraient, dormantes dans une boîte doxastique, d'être activées sous la forme d'un jugement. S'il me semble que cette seconde piste mérite d'être explorée, il convient de mieux la dissocier de la conception externaliste de la connaissance. Je propose pour ma part de développer une lecture à la fois épistémique et non propositionnelle de notre attitude à l'égard des principes épistémiques. Les remarques que Reid consacre aux enfants serviront de point d'appui à cette lecture. Reid met en évidence l'existence d'une attitude mentale indissociable d'une manière d'agir. Il s'agit d'une attitude comportementale ou d'un comportement mental qui consiste à agir et à juger sans hésitation, en toute confiance. Cette attitude se manifeste dans nos actes et nos jugements instinctifs. Par exemple, quand je fais du vélo, je sais que la route ne va pas s'écarter sur mon passage. Ce savoir ne consiste pas en une attitude propositionnelle, mais en une attitude qui consiste à prendre pour accordés certains faits généraux du monde et à faire fond sur eux. De même, quand nous faisons des jugements perceptifs, nous prenons la fiabilité de notre perception sensible pour accorder. Cela signifie que notre croyance qu'il y a une table en face de nous nous enrôle, nous lie d'office à la fiabilité de notre perception sensible. Mais quand nous faisons fond sur la fiabilité de notre perception sensible, nous ne faisons pas une présupposition distincte de nos jugements perceptifs, mais nous jugeons d'une certaine manière. Nous jugeons en toute confiance. Cette confiance est le milieu ambiant de nos jugements perceptifs. Elle en est le milieu vital, pour reprendre une expression de Wittgenstein. Elle colore notre manière de juger, raison pour laquelle elle en est indissociable. Elle ne s'y ajoute pas et n'en est pas un prérequis. L'erreur de la plupart des lectures propositionnalistes est de supposer que notre attitude à l'égard des principes épistémiques est une attitude distincte de nos autres attitudes, une attitude qu'il faudrait épingler et correctement délimiter. Je considère au contraire qu'il s'agit d'une attitude comportementale qui se diffuse sur l'ensemble de nos actes, pensées et jugements. Plus précisément, cette attitude a deux versants qui se fondent en un. Comme l'explique Reid, elle consiste à prendre la fiabilité de nos facultés de confiance et sans former aucun soupçon. Je le cite, c'est dans les recherches sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun. « I took it upon trust and without suspicion ». Cette attitude combine la confiance à l'absence de doute. Pourquoi est-il si important de tenir ensemble ces deux aspects ? Si l'on se cantonnait à l'absence de doute, il semblerait que prendre un principe épistémique pour accorder soit une attitude par défaut qui consiste à ne pas douter d'un certain nombre de choses, mais qui n'a aucune contrepartie positive. Une telle lecture est favorisée par l'idée selon laquelle, pour prendre un principe épistémique pour accorder, il suffit de ne pas avoir de raison de penser qu'il est faux. Cependant, ne pas avoir de raison de penser qu'il est faux n'implique évidemment pas que nous ayons des raisons de penser qu'il est vrai. Nous pouvons tout à fait rester agnostiques et indifférents à ce sujet. Nous ne doutons pas que nos facultés intellectuelles sont fiables, mais cela ne revient pas à croire qu'elles sont fiables. De là, il semble n'y avoir qu'un pas entre l'absence de doute et le fait de ne pas avoir d'attitude du tout à l'égard de la fiabilité de nos facultés. Finalement, tout ce que nous pouvons en dire, c'est que nous ne croyons pas que nos facultés ne sont pas fiables. Une telle approche déflationniste a le mérite de ne pas tomber dans les erreurs de nombreuses lectures épistémiques qui, en classant notre attitude à l'égard des principes épistémiques parmi les attitudes doxastiques,
ont tendance à la surintellectualiser. Mais elle a le défaut de finir par évacuer ou dissoudre cette attitude. C'est cette approche qu'adopte Genia Schönbaumsfeld. Selon elle, là où le doute est logiquement exclu, il n'y a ni connaissance ni certitude. Prendre pour accorder la fiabilité de mes facultés, ce n'est pas entretenir une attitude particulière à l'égard de mes facultés. Cela revient simplement à les utiliser, c'est tout. Dire que la fiabilité de mes facultés est soustraite au doute ne revient pas à me doter d'une certitude confortable et remarquable à leur sujet. Mon absence de doute se réduit à agir et à juger, rien de plus. Dans cette optique, le concept de l'attitude que nous nous évertuons à cerner est tout simplement vide. Nous cherchons quelque chose qui n'existe pas. Pour justifier son propos, Schönbaumsfeld s'appuie sur un passage du De la certitude dans lequel Wittgenstein indique que si certaines choses sont pour nous hors de doute, je cite, « cela ne veut pas dire que l'on se fie inconditionnellement à certaines présuppositions ». C'est le paragraphe 337. Autrement dit, l'absence de doute n'a pas pour corollaire la certitude absolue. On peut toutefois objecter que si l'on ne se fie pas explicitement et consciemment à certaines présuppositions, cela n'implique pas que nous ne nous fions pas inconditionnellement à certains faits. Prendre un principe pour accorder, c'est quelque chose de plus que le simple fait de ne pas avoir de raison de douter de ce principe. C'est ce qu'a bien vu Reid. L'absence de doute est corrélative d'une confiance sans faille. Notre attitude à l'égard des principes épistémiques n'est pas un pur rien qui se dissout dans nos actes et nos jugements sans leur apporter quoi que ce soit. Il s'agit d'une attitude positive, de confiance ou de foi. Reid utilise indifféremment les termes « trust » et « faith ». Cette attitude imprègne nos actes et nos jugements en diffusant sur eux une assurance et un sentiment de sécurité. Elle en est en quelque sorte l'environnement approprié, le climat adéquat au sein desquels ils s'exercent correctement. C'est la confiance propre à l'exercice d'un savoir-faire ou d'une capacité. En effet, l'exercice réussi de nos capacités suppose que l'on se fasse confiance et que l'on se fie au fait que l'état du monde est normal. Précisons. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de confiance. Si nous nous fions au principe épistémique selon lequel nos sources doxastiques de base sont fiables, nous nous y fions sans passion. En effet, il ne s'agit pas d'une confiance qui se conquiert contre un doute et qui, en réponse à une incertitude, franchit le pas, fait le saut de la foi ou le pari risqué d'un engagement en faveur de quelque chose. En ce sens, la confiance qui constitue la toile de fond de notre paysage épistémique est une confiance insouciante qui n'est pas revendiquée comme telle. Sa particularité d'exister sans l'ombre d'un doute. Elle tient bon, mais sans effort, sans avoir à contrer ou à faire face à des vents contraires. C'est un point sur lequel Reid et Wittgenstein se rejoignent. Ils montrent qu'il existe une confiance primitive, originelle, qui ne résulte pas d'une mise au pas du doute. Cette confiance est une manière d'agir et de juger qui nous est chevillée au corps et à l'esprit. Alors on pourrait évidemment se demander si cela a un sens de parler de confiance quand on n'a pas encore été confronté à des raisons de douter. Mais il ne faut pas confondre cette confiance avec la confiance plus ordinaire que nous expérimentons quand, par exemple, nous continuons d'avoir confiance en une personne, bien que nous ayons des raisons de nous en méfier. Il existe un autre type de confiance qui ne se pense pas comme une manière de faire fi de certains doutes. Cette confiance est celle qui s'impose à l'enfant. Alors, je cite un passage des recherches sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun. Pendant une très grande partie de ma vie, j'ai accordé une croyance implicite aux informations que la nature me délivrait par le moyen de mes sens, avant d'avoir appris assez de logique pour élever un doute à leur sujet. Et à présent, quand je réfléchis sur ce passé, je ne trouve pas que j'ai été trompée par cette croyance. Sans elle, je n'aurais même pas été capable d'acquérir cette logique qui suscite ces doutes sceptiques relativement à mes sens. Et donc, je considère cette croyance instinctive comme le meilleur présent de la nature. Alors, ne nous méprenons pas. Quand Reid parle de croyance implicite et instinctive, il ne s'agit pas d'une attitude propositionnelle que nous aurions à l'égard du principe selon lequel nos sens sont fiables. Il s'agit d'un comportement mental qui consiste à juger en prenant pour accorder la fiabilité de nos sens. Cette manière de juger en toute confiance précède la prise en compte des raisons de douter. Le doute est une attitude propositionnelle élaborée qui ne peut émaner que d'un sujet dont les certitudes ont déjà amplement fait leur preuve. Comme le dit Wittgenstein, le doute vient après la croyance. La certitude n'est pas ce qui clôt l'expérience du doute, comme chez Descartes, elle est ce qui permet au doute de démarrer.
On doit commencer quelque part à faire confiance, à se faire confiance, c'est-à-dire qu'on doit commencer à ne pas douter. C'est là des principes fondamentaux de la recherche humaine et de l'apprentissage. Cette confiance est, selon Wittgenstein, une loi naturelle du tenir pour vrai. Dans un chapitre des Essais sur les pouvoirs actifs de l'homme, Reid l'a décrit comme le produit d'une impulsion naturelle et aveugle qui guide nos jugements, nos croyances et nos actions. Cette confiance instinctive nous pousse à nous fier à autrui et à croire en sa véracité. Je le cite. « Les enfants ont tout à apprendre, et pour apprendre, ils doivent croire en leurs instructeurs. Ils ont besoin d'avoir plus de foi en réserve avant 12 ou 14 ans que pour le reste de leur vie. Mais comment font-ils ces réserves qui leur sont si nécessaires ? Si leur foi dépendait de preuves, alors la masse de ces preuves, apparentes ou réelles, devrait être proportionnelle à leur foi. En réalité, leur situation est telle que là où leur foi doit être la plus grande, les preuves sont les plus faibles. Ils croient 1000 choses avant de pouvoir réfléchir à une seule de ces preuves. La nature comble le manque de preuves et leur donne une sorte de foi instinctive qui se passe de preuves. Notre foi en la véracité d'autrui ne dépend donc pas de preuves. Il s'agit néanmoins d'une confiance épistémique, car elle prend naturellement le parti de la véracité d'autrui. Et ce qui fonctionne comme pour le témoignage d'autrui fonctionne également pour le témoignage de nos facultés. La balance de notre jugement incline naturellement du côté de la croyance en leur véracité, ainsi en va notre constitution. Il existe donc une attitude comportementale, instinctive, épistémique et non propositionnelle qui consiste à prendre pour accordée la fiabilité de nos sources doxastiques de base. Comme en témoigne l'enfant, nous sommes naturellement liés à la fiabilité de nos facultés. L'enfant n'est pas agnostique sur ce point. Même s'il n'a jamais considéré que ses facultés sont fiables, il n'en doute pas et la balance de son esprit penche en faveur de leur fiabilité. Notre attitude naturelle à l'égard des principes épistémiques n'est pas une attitude minimale, light ou par défaut, c'est une attitude animale, donc robuste et puissante. Comme l'explique Reid, de même que l'on a naturellement confiance en nos instructeurs, on a naturellement confiance en soi. On est doté à la naissance d'un capital de confiance qui peut par la suite se détériorer ou s'ajuster, comme une réserve qui s'épuise et se reconstitue, mais qui s'impose de prime abord. On est né soumis à la nécessité de faire confiance à nos pouvoirs de juger. Cette confiance fait son effet, dit-il, et gouverne invariablement nos opinions. Elle prend la forme d'une conviction intime qui guide nos jugements et nos gestes de façon aveugle mais sûre. Cette confiance ou croyance en la fiabilité de nos facultés est un état mental indissociable de manière d'agir primitive et de savoir-faire instinctif. Concluons. Une épistémologie d'inspiration reidienne comporte au moins 2 avantages. Tout d'abord, elle nous permet de mieux appréhender notre attitude à l'égard des principes épistémiques et de comprendre dans quelle rubrique nous devons la classer. Nous avons vu que nous n'avons pas à choisir entre une lecture épistémique et une lecture pragmatique. La vérité ne se situe pas entre les deux, mais résolument dans les deux. La raison en est que les principes épistémiques correspondent à des manières d'agir et de juger en toute confiance. Cette confiance exclut les doutes tout en diffusant un climat épistémique paisible. Comme le résume Wittgenstein, il s'agit d'une assurance qui ne connaît pas le doute. Faire fond sur un principe épistémique, ce n'est pas seulement ne pas en douter, c'est aussi indissociable d'une expérience vécue de confiance. Une telle interprétation nous permet également d'avoir une image plus cohérente de notre structure doxastique. En effet, contrairement à certaines lectures non épistémiques qui en offrent une image fractionnée, avec d'un côté des jugements qui ont une valeur épistémique et d'un autre côté des certitudes primitives qui excluent tout doute comme toute forme de savoir, la lecture que je propose maintient les principes épistémiques au cœur de l'épistémologie, même s'ils ne font pas l'objet d'une attitude propositionnelle. À certains égards, ils relèvent de choses sues. Simplement, il s'agit d'un savoir-faire. C'est un savoir non articulé, comparable à un tour de main épistémique. De la même manière que l'artisan fabrique des objets en mobilisant une expérience et une habileté qui se cristallisent dans des gestes confiants et assurés, l'agent épistémique est doté d'une constitution, selon Reid, d'une expérience personnelle et héritée, selon Wittgenstein, qui infuse de la confiance en certains principes. Pour terminer, je souhaite revenir sur les remarques conclusives de Pascal Angel dans son article « Epistemic Norms and the Limits of Epistemology », paru dans un volume consacré à la Inge Epistemology. Il y souligne le caractère insondable de la Inge Epistemology. Selon lui, la difficulté à cerner la nature normative des propositions charnières tient au fait qu'elle se situe à la limite de l'épistémologie, prête à basculer dans le royaume de l'anomie.
Plutôt que de se risquer sur ce territoire, mieux vaut rester, dit-il, confortablement installé au sein de notre habitat épistémique. Je considère au contraire qu'il faut s'y aventurer. Non pas que l'activité philosophique s'y fasse périlleuse. La réflexion sur les principes épistémiques ne nous conduit pas vers le wild, au sens d'une sauvagerie indomptable, complètement extérieure à nos pratiques épistémiques. Elle nous conduit vers une animalité refoulée que nous devons reconnaître. C'est l'intérêt de la Hinge épistémologie. Elle nous apprend que réfléchir sur les charnières de nos manières de faire et de penser, ce n'est pas dériver vers les confins de l'épistémologie. C'est découvrir un terrain connu, tellement rebattu et familier, tellement recouvert de strates de formes de vie plus complexes que nous ne le voyons plus et qu'il se recouvre d'un halo d'étrangeté quand nous l'explicitons pour nos besoins philosophiques. Cette explicitation est pourtant nécessaire quand nous sommes confrontés aux sceptiques ou à quelqu'un dont la voix déraille, quelqu'un que nous ne comprenons plus car il est sorti de ses gonds. Si les principes épistémiques ne sont pas au fondement de l'épistémologie, ni au bord ou à la frontière de l'épistémologie, ou encore en dehors de l'épistémologie, ils sont logés au cœur de nos pratiques épistémiques. Ils y opèrent de façon particulière. On a vu qu'ils ne fonctionnent ni comme des propositions qui fonderaient nos jugements, ni comme des règles qui seraient en rupture avec nos jugements. Selon le modèle que je propose, les principes épistémiques sont comparables à l'environnement, l'atmosphère ou le milieu ambiant de nos pratiques épistémiques. La relation entre les principes épistémiques et les actes et les jugements qu'ils cernent est une relation ambientiale ou ambientielle, comparable à celle dont nous faisons l'expérience quand nous évoluons au sein d'une architecture. Dans ce cas, nous n'appréhendons pas le rapport entre les parties d'une architecture d'une façon purement intellectuelle, comme lorsque nous l'estimons à partir d'un plan, mais nous faisons l'expérience incarnée d'une structure qui nous enveloppe. De même, les principes épistémiques ne font pas que fonder un ensemble de croyances, ils en sont le milieu ambiant, au sens où nos croyances évoluent au sein de ces principes et pas simplement à partir d'eux. Les principes épistémiques ne se donnent pas dans des propositions, mais dans un certain type d'expérience, comme celle que nous faisons lorsque nous exerçons un savoir-faire. Dans ces conditions, ma connaissance de la fiabilité de mes sources doxastiques de base se donne dans mon savoir juger et dans mon savoir agir. Ce savoir-faire ne peut s'exercer que dans un environnement propre, celui de la confiance en soi et de la confiance dans un certain ordre du monde. La notion de confiance rend bien compte du caractère enveloppant de nos engagements épistémiques. Il ne s'agit pas d'un état mental situé au commencement d'un jugement ou d'un acte et qui le déclencherait. Il s'agit du milieu vital à l'intérieur duquel il se déploie. C'est une assurance intégrée à nos actes et nos jugements. Ne nous méprenons pas sur l'apparent déflationnisme de cette interprétation. Si l'attitude qui consiste à faire fond sur la fiabilité de nos facultés ne cible pas un contenu propositionnel déterminé, elle n'est pas vide, elle s'est simplement vaporisée. C'est le climat épistémique de confiance dans lequel nous agissons et jugeons. Je vous remercie.